Effectivement, on va attaquer cette deuxième et dernière table conclusive avec les invités suivants. Certains, vous les avez déjà découverts, soit dans les ateliers notamment, ou à l'instant. Donc, j'appelle avec moi Hervé, qui est directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, c'est l'institut qui forme les inspecteurs du travail. Et Hervé a été avant directeur général de l'ANAC, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, puis encore avant, vous avez été en charge des risques psychosociaux à la Direction générale du travail, à une période un peu compliquée que vous avez rappelé dans l'atelier, puisque c'était au moment de la crise des suicides chez Renault, à La Poste, chez Michelin, à EDF, enfin bon, voilà. J'appelle également Michel Sailly, qui était aussi dans un des ateliers, comme ancien ergonome chez Renault, payé à la CFDT, notamment auprès de la branche métallurgie, et qui a co-signé un ouvrage que je vous recommande avec le think tank La Fabrique de l'Industrie et la presse de l'École des mines de Parcul, dialogue social et professionnel, comment les articuler? On est en plein dans le sujet. Sandrine Plançon, que de toute façon vous les connaissez tous, qui est IPRP. Alors IPRP, c'est intervenant en prévention des risques professionnels, mais ça, je pense que vous le saviez, à l'atelier des consultants, et vous êtes la référente des référents du projet 41-21. Rien que ça méritait quand même qu'elle soit là. Qu'est-ce que c'est que la référente des référents? Anton, vous êtes sous-directrice de la CARSAT, Centre Val-de-Loire, engagée dans le projet 41. Donc, la CARSAT d'assurance retraite et de santé au travail, mais ça, je pense que tout le monde le sait. Jean-François Hartmann, vous êtes dirigeant de Enzo, qui est une entreprise d'insertion par le nettoyage. Et enfin, Eva Hivernon, voilà, là, responsable financière et administrative de Bilab France, réseau des entreprises certifiées B Corp. Mais vous nous expliquez. Je précise que ces trois derniers intervenants sont des personnes qui sont toutes les trois engagées dans le projet 41-21. Bon. Alors, je vous propose qu'on commence avec vous, Hervé Lanussière, donc directeur de l'Institut national du travail. Première question toute simple, pas toute simple. Ce qui va être compliqué, c'est que vous n'aurez pas 2 heures pour c'est pourquoi la discussion, l'échange entre les chantiers et avec la hiérarchie sont-ils intimement liés avec le respect de l'obligation de sécurité dit de résultat avant, mais qui n'est plus de résultat, on l'a vu avec Michel Ledoux ce matin, l'application des 9 principes généraux de prévention dans le Code du travail, au fameux article L41-21-2. Voilà. Sur le bouton, déjà, non, voilà. Quand ça s'appuie vert, et là, ça marche. Bien, donc désolé pour ceux qui étaient dans mon atelier tout à l'heure, parce que je vais peut-être redire des choses. Bon, mais en très peu de temps, euh, il me semble qu'il y a le même écart entre le droit et la pratique, entre le prescrit et le réel, et entre le dire et le faire. Et donc, du coup, pour donner une illustration de comment l'employeur, et je dis ça parce que, en plus, en début de semaine, on était à un colloque très intéressant sur 15 universitaires français, 15 équipes d'universitaires français en droit social, de travailler sur le principe d'écoute dans le Code du travail. Et c'était intéressant de voir comment ils réagissaient. Par rapport à l'obligation de sécurité, il y avait un magistrat de la Cour de cassation qui, par rapport au principe d'écoute, a dit des choses très, très, qui ont beaucoup, beaucoup bousculé. Et on est quand même arrivé à cette idée de dire effectivement, de dire aux magistrats, important entre le droit et la pratique, hein, l'obligation de sécurité établie dans le Code du travail, dans les principes jurisprudentiels, et la pratique, et les difficultés auxquelles qu'on constate. Cet écart entre le droit et la pratique que constatent les juges et c'est le même écart qu'entre le prescrit et le réel. C'est-à-dire un écart, on le sait important, et là je ne vais pas faire de leçon à qui que ce soit ici, on sait tous ici, on sait tous ce que c'est. L'autonomie, c'est essentiel en matière d'obligation de santé et de sécurité. Et donc du coup, tant qu'on n'a pas compris cet écart entre le prescrit et le réel, il y a un écart fondamental entre le dire, c'est-à-dire même ce que peut dire une entreprise sur sa politique de sécurité, et le faire, c'est-à-dire ce qu'elle va faire en réalité. Et donc j'en arrive au cœur de la question, parce qu'après ça va aller très très vite. C'est que le seul moyen de satisfaire son obligation de sécurité pour un employeur, c'est d'accéder au travail réel. C'est de comprendre le travail réel. Il n'y en a pas d'autre. Et le seul moyen d'accéder au travail réel, c'est par le dialogue. C'est par l'observation du travail, certes aussi, et par la mise en œuvre de l'obligation de sécurité par l'employeur avec toutes les obligations d'organisation qu'il a. Mais
les organisations, son obligation d'organisation du travail, le travail d'organisation auquel il procède, il le fait en tant que prescripteur, donc il prescrit un certain nombre de façons de travailler, et puis il constate que ça ne marche pas et que ça produit des effets autres que celui qu'il voulait, et notamment en termes de santé au travail. Le seul moyen d'accéder à cet écart-là, c'est de plonger dans le réacteur et donc d'aller au travail réel. Et le travail réel, il ne l'aura qu'en dialoguant avec les salariés, avec la question celle qui nous occupe et qui nous préoccupe, c'est pourquoi vous ne travaillez pas comme je vous demande de le faire, qu'est-ce qui vous empêche de le faire, etc. Et il n'y a pas d'autre moyen que l'écoute, et évidemment, on l'a bien vu depuis tout à l'heure, et le dialogue, pour accéder à ça et réduire cet écart qui est irréductible, hein, on le sait bien. Mais la dérive à laquelle on veut mettre fin quand il y a des dérives, parce qu'il y a un trop grand écart entre le prescrit et le réel, il n'y a que le dialogue qui peut le résoudre. Donc, satisfaire son obligation de sécurité aujourd'hui, ça ne peut pas passer par autre chose, outre les 9 principes généraux de prévention, que s'il n'y a pas un principe qui transcende ces neuf autres principes, qui est celui de créer les conditions du dialogue pour accéder à cette information qui lui permettront de satisfaire son obligation de sécurité. Il y a pas d'accord. Merci. Alors, deuxième question. Vous allez publier dans pas longtemps, autorisation de le dire, hein, un article dans la revue de Paris, dans lequel, donc ça apparaît prochainement, qui est consacré sur comment les entreprises peuvent-elles véritablement passer d'une culture, ce que vous appelez une culture de l'inaptitude, qui est profondément ancrée. Alors, je rappelle, pour donner quelques données, qu'il y a environ 130 000, c'est les derniers chiffres de la DGT, je crois que c'est 138 000 inaptitudes médicales qui sont prononcées 2022 ou 2023, je ne sais plus. De l'adaptation du travail à l'homme, qui est l'un des principes, mais on dit que c'est mental, de prévention. Comment on fait? Bah, en fait, alors, je reviens toujours. Vous allez réinsister sur le Je vais insister sur ce que j'ai dit, mais effectivement, restons encore une fois enfin, évidemment, je suis un institutionnel, donc j'ai une approche juridique des choses, mais l'employeur a une obligation de sécurité. Et il a deux grandes façons d'y pourvoir. C'est évidemment le travail, parce que c'est ce sur quoi il a prise, donc il a la responsabilité de mettre en place une organisation, donc une organisation du travail adaptée. Mais on voit bien que ça ne suffit pas, puisqu'on vient de le voir, il faut qu'il y ait un dialogue, et ce dialogue doit permettre dans cette organisation. Donc, passer de l'inaptitude à l'adaptation, c'est effectivement ne plus considérer que le salarié est inapte, donc porte en lui la responsabilité, même si c'est pour d'autres raisons professionnelles, de ne pas arriver à satisfaire le prescrit. C'est complètement changer de logiciel pour l'employeur. Et changer de logiciel pour l'employeur, ça veut dire je ne suis pas dans la logique, mon salarié est inapte, mais c'est mon organisation de travail qui est inapte. Donc, mon organisation de travail à toutes les personnes, quelle que soit leur. Ça suppose, encore une fois, un deuxième élément, outre le fait d'agir, c'est agir sur la capacité des travailleurs à agir en autonomie face à des situations qui ne pourront pas tout être gérées par l'organisation prescrite de l'emploi. Si vous connaissez tous les travaux en ergonomie sur la différence entre le travail réglé et le travail géré, mais l'idée, effectivement, qui est que l'employeur ne peut pas tout prescrire et qu'il faut que les salariés soient en capacité de faire face à des situations de travail compliquées. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir une culture de prévention. Et la culture de prévention, c'est ce que j'entends en longueur de journée, donner des consignes aux salariés et veiller à ce qu'elles soient appliquées. Mais c'est leur donner cette capacité de comprendre la situation dans laquelle ils sont exposés, de l'analyser, d'en discuter avec leur manager et de prendre un certain nombre de décisions. Et ça, cette culture de prévention-là, elle s'apprend. Donc évidemment, je pense que quand on dit que l'employeur, en matière de culture de prévention, ce n'est pas une obligation en respect de consignes, c'est une obligation en montée en compétences et une montée symétrique des managers et des salariés à la culture de prévention, c'est à s'approprier la démarche de prévention des 9 principes généraux de prévention. C'est-à-dire, ça veut dire le travail dans la situation là où je suis en ce moment. Et ça, c'est un véritable effort de formation qui aujourd'hui, pour laquelle, à mon avis d'ailleurs, l'offre de formation aujourd'hui est totalement insuffisante, pour ne pas dire inexistante en France. Et voilà, donc je pense qu'il y a l'obligation d'organiser le travail, l'organisation de monter en compétences. Et donc, c'est pas transféré, hein, soyons clairs. C'est la responsabilité aux agents. Hein, c'est pas de leur dire je vais vous apprendre A, et puis en sable 2. C'est ma responsabilité et de vous mettre en capacité de faire face à toutes les situations, y compris celles que je n'ai pas pu prévoir moi. Parce que effectivement, ça rejoint le débat tout à l'heure, je ne peux pas tout gérer. Ni dans mes instances représentatives du personnel. Il faut qu'il y ait une capacité locale. Et voilà. Par rapport à ce que vous venez d'illustrer, c'est de cet accident catastrophe, une des plus grosses catastrophes de Lyon,
où il y avait eu un problème de freinage. La SNCF, ça a fait 58 morts hein, de mémoire. C'est un RER de la ligne D qui est rentré dans une gare alors qu'il y avait déjà un train et le RER n'avait pas pu. Il y avait quelqu'un qui avait tiré le signal d'alarme et quand il a réarmé les trucs, en fait, il a purgé le système de freinage et donc il avait plus de frein. Et bon, voilà. Comme il y a une rampe très importante pour arriver à la gare de Lyon, il est rentré plein pot dans le train qui était déjà en stationnement. Et la SNCF, pour sa défense, norme manuelle qui était comment vous devez faire dans ce cas-là. Ce qui était totalement fou, quoi. Et la différence, notamment par Danielou, François Danielou, ergonome, spécialiste notamment de sécurité industrielle, ça a été de montrer la différence. Bon, d'abord, que c'était totalement inepte d'avoir un catalogue pour chaque site, tout prévoir, parce que ça, c'est pas possible. Et c'est la grande différence avec les pilotes d'avion qui sont, eux, formés, non pas, qui n'ont pas des procédures appliquées, mais formés à comprendre les situations les plus inattendues possibles, etc. C'est toute la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle la sécurité réglée et gérée. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Hervé Lanouzier? Voilà. Là, je ne peux pas vous promettre qu'il y aura double ration de dessert. On n'est pas prévu de manger là ce soir, donc voilà. Pas de questions? Si, il y a bien une petite question quand même. Non? Vous êtes éteint par la... Ben, c'est pas grave, on va continuer avec Michel Sailly, puis si ça vous revient une question, vous lui poserez après, on va s'adapter. Alors Michel, vous avez été ergonome chez Renault, vous conseillez la CFDT, je disais notamment la branche de la métallurgie. Pour mémoire, la branche de la métallurgie qui a signé un accord, c'était avant le Covid, elle prévoit justement qu'il y ait un temps d'écoute et d'échange, et c'est écrit dans la Convention collective nationale de la métallurgie. Euh, et vous avez publié un ouvrage avec la Fabrique de l'industrie, co-signé par plusieurs experts de pays d'Europe du Nord, Pays-Bas et Suède notamment, qui sont pense que nous dans ce domaine. Et vous en appelez document, vous appelez les entreprises à promouvoir le professionnel en leur sein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le dialogue professionnel? Alors, pour ceux qui ont participé à l'atelier, bah, ça constitue un petit peu une révision. De quoi est-ce qu'il s'agit et quelle est la différence par rapport au dialogue social? Comment l'un et l'autre se nourrissent, les précautions à prendre, etc., etc. Voilà. Oui, on fait une distinction entre dialogue social et dialogue professionnel. Pour nous, c'est une question d'acteur. C'est-à-dire que le dialogue professionnel, c'est entre professionnels, donc au sein des équipes de tout le long de la ligne hiérarchique. Et le dialogue social, ce sont les représentants du personnel qui sont les acteurs principaux. Donc, ce sont toutes les relations avec la direction, vers les institutions représentatives du personnel, et on inclut la négociation, mais on y met aussi la relation avec les salariés. Donc, on fait cette distinction pour une clarté des rôles de chacun. Et bon, alors, ce n'est pas toute l'organisation syndicale, hein, mais on est en progrès, notamment du côté de la métallurgie, disant l'organisation syndicale doit promouvoir le professionnel. Le dialogue professionnel, pour nous, c'est de permettre aux salariés de délibérer sur le travail les concernant, de l'organisation du travail, de déterminer quels sont les bons critères d'une qualité du travail. Et on veut engager cette démarche-là. On conçoit le dialogue professionnel, non pas simplement dans une problématique d'amélioration des conditions de travail, mais d'assurer une véritable qualité de la production, qualité des services quand on est dans le secteur tertiaire. Voilà le dialogue professionnel. Donc, à côté, ça ne se situe pas donc au dialogue social, puisque discussion avec les directions subsistent. On veut un syndicalisme de proximité, c'est-à-dire qui sortent un peu de l'institutionnel. Et c'est pour ça que le dialogue social, on inclut l'ensemble des salariés, donc qui se rapprochent des salariés, qui puissent les salariés s'approprier les questions du travail, s'intéresser aux questions du travail réel. Et on part du principe que si on a un dialogue professionnel institué,
Parce qu'il peut y avoir plusieurs dimensions dans le dialogue professionnel. Ça peut être l'ensemble des relations. D'ailleurs, c'est ce que dit donc son collectif de la métallurgie, qui est non pas d'avant le février 2022, Après le Covid. après, qui a du mal d'ailleurs sur ce point-là, c'est maintenant parce que le point fort de la nouvelle convention revenir. collective, c'était quand même les classifications. Donc, ça a été le point dur après de la mise en œuvre. Donc, pour l'instant, sur le dialogue professionnel, et puis ce sont des principes et ce n'est pas complètement engageant. Mais en tout cas, c'est dans cet esprit-là, un dialogue professionnel qui couvre l'ensemble des relations professionnelles, donc à l'intérieur des équipes avec les managers, mais il nous paraît essentiel à nous qu'il y ait une forme d'institutionnalisation d'espace de délibération sur le travail. Alors, on ne parle pas de délibération à la CFDT, on parle plutôt de dialogue. Délibération, c'est parce que je suis par ailleurs, je travaille sur ces questions-là. Donc, je peux parfois avoir le double langage. Mais bon, on reste sur la notion de dialogue professionnel. Mais donc, vraiment permettre aux salariés de discuter au sein de leur positif et avec leur manager des questions du travail. Alors, bon, vous avez lâché l'idée, mais je voudrais que vous développiez un peu, parce que ça a été au cœur aussi de l'atelier. Vous citiez l'exemple de Renault et du travail qui a été engagé chez Renault avec Yves Clos, mais qui a donné lieu justement à une certaine, pas polémique, mais en tout cas un retrait, par exemple, de la CGT, hein, qui s'est retiré. D'accord. Précisément, c'est quelle est la place de l'organisation syndicale ou des représentants du personnel dans ce dialogue professionnel qui s'instaure ou dans cette délibération sur le travail? Alors, ça n'a pas été le résultat d'un processus de négociation, mais ça Non, peut l'être, hein. mais ça Et peut chez l'être. Renault, ça n'a pas Non, été, chez Renault, c'est pas le cas. ça Mais n'a pas été, ça n'a ils pas étaient été le cas. partants, ils étaient partants, ils y étaient. Que c'est une démarche qui est venue de la direction. Après les suicides, il y a eu une interrogation de la direction disant, mais je comprends quand même pas que sur une question comme ça, on puisse pas s'entendre entre direction et organisation syndicale. Le sous-directeur de l'époque connaissait bien Yves Clos, le responsable des ressources humaines connaissait bien Yves Clos. Ils ont fait appel à Yves Clos. Yves Clos est professeur de la chaire à l'époque. de psychologie du Voilà. travail du CNAM. Et Yves Clos a posé comme exigence de mettre en place, d'impliquer les organisations syndicales. Donc, il y a d'abord eu des démarches préalables. Yves Clos est allé rencontrer chaque organisation syndicale pour exposer son projet, avant même qu'il soit fixé par la direction. Et il y a eu mise en place de 2 comités paritaires. Un comité paritaire local sur l'usine et un comité C'est paritaire. l'usine de Flins. Hein. L'usine de Flins, donc, qui est dans les Yvelines, pour situer. Et un comité paritaire central c'est-à-dire qui couvre l'ensemble des établissements Renault. La particularité du comité paritaire, notamment sur l'usine, c'est que ce n'est pas un comité actuel, simplement entre représentants des salariés. On y a inclus des référents du dispositif qui étaient à la fois des référents salariés et des référents des managers. Et il y avait, ce n'est pas le terme exact, mais il y avait un peu ces référents étaient un peu les garants du fonctionnement du dispositif, quoi. Donc, c'était un comité paritaire qui incluait, si on peut dire, des profs. Là, c'était un peu sa particularité. D'accord. Et donc, comment ils peuvent se situer? Juste dans Bon, ce qui s'est dans le passé. contrôle de l'opérationnalité des méthodes, ou comment ils peuvent intervenir, Oui. les représentants du personnel? Juste avant de répondre, je vais revenir sur ce que tu disais à un moment donné, parce que l'organisation syndicale, parce que ça reste un peu un sujet difficile, délicat. Alors, Renault, ça s'est terminé après 10 ans parce que on est passé d'une usine de fabrication de véhicules à une usine de réparation, de remise en état de véhicules locaux. Économie circulaire. Économie circulaire. Transformation complète de l'usine. Ça s'est arrêté à ce moment-là. Il faut savoir aussi, un directeur d'usine, c'est 3 ans. Ça veut dire que quand même subsister à 3 nouveaux directeurs. Donc, du côté des organisations syndicales, au niveau central de Renault France, il y avait un soutien.
de toutes les organisations syndicales. Alors, quand je dis soutien, je rentre pas dans. Et politiquement, on peut dire qu'il y avait un soutien de toutes les organisations, y compris de la CGT, hein. Et au niveau local, ça a été complètement différent. Au niveau local, très vite, la CGT et Sud se sont retirés du dispositif. Seule la CFDT et Force ouvrière et la CFE-CGC en suivi. Force ouvrière, ça ne l'intéressait pas trop. C'est pas son truc. Ils sont dans le dialogue non, c'est bon. La CGT, c'est ce sont des débats internes, hein, syndicaux, mais je joue la transparence parce que si vous voulez, aujourd'hui, quand on parle d'une organisation syndicale, que du bas en haut, tout est beau, tout fonctionne de la même façon, les positions sont. Non. Sur le dialogue professionnel, je peux vous dire qu'il y a de sacrées différences. Et c'est ce qui fait que. Mais il y a malheureusement d'initiatives syndicales, c'est-à-dire quelque chose qui part de l'organial qui se met en place à cause de ça, quoi. Réticence, pas confiance vis-à-vis de la direction, donc elle va nous faire des entourloupes, etc. Donc il y a une dimension peut-être politique plus large et donnée en disant, bon, ça peut aider à faire évoluer le management, mais au niveau local, c'est plus difficile. Donc voilà, à un moment donné, la CGT s'est retirée du dispositif. Et puis, bon, moi, c'est pas du parti pris, mais c'est vraiment la CFDT qui a porté le dispositif à la fois sur le central, quoi. Et dernière question parce que bon, il y a l'accord qui a été signé à la métallurgie, mais dans la partie, c'est pas là-dessus enfin, il y a quand même des freins justement de ce dialogue malgré l'accord, même si vous dites, c'est pas con. Pourquoi, c'est quoi les freins aujourd'hui au développement? Puisque bon, on le voit quand même, cette histoire de dialogue social, elle est quand même, enfin de dialogue social, de dialogue professionnel et d'écoute des travailleurs, au-delà des questions juridiques qui étaient évoquées c'est quand même assez largement partagé par tout le monde, y compris au final, tout le monde est convaincu qu'il faut sortir de l'immobilisme qu'il y a d'une certaine façon dans l'écoute des salariés, lors de leur travail, dans la délibération, pour reprendre. Et pourtant, on voit bien qu'il y a des freins. Alors vous les identifiez où, les freins? Alors, ces 2 derniers jours, j'étais au congrès de la Fédération de la métallurgie CFDT à Dijon. Et les salaires restent la priorité syndicale. Et ça, c'est un premier point. Les questions du travail, c'est quelque chose de difficile. Alors, la Confédération a un peu évolué et davantage sur le sujet, mais bon, on passe finalement très vite du travail à l'emploi. Je veux dire, les questions d'emploi, de rémunération restent centrales. Toujours, alors, la critique patronale est très forte, hein. C'est-à-dire que on se trouve avec un patronat capable d'écrire des choses très intéressantes dans une convention collective. Mais à l'intérieur des entreprises, aucune dynamique, aucune volonté de mettre en œuvre, hein. C'est ça le problème. Et donc, nos équipes syndicales locales ne sont pas mobilisées, ne sont pas enclins à y aller. Il y en a quelques-unes qui y vont. Bon, tout à l'heure, je citais Toyota, je citais Safran, Helicopters. On pourrait reciter Stellantis qui repart un peu sur le sujet, mais vraiment, les syndicats qui y vont, c'est très difficile. La fédération lance des enquêtes sur le travail, comme amorcer le sujet. Transparent avec vous, mais euh, celles qui y vont, qui mènent des enquêtes, ont énormément de difficultés derrière, ne serait-ce que déjà restituer les résultats aux salariés, parce qu'évidemment, ça coince le discours syndical, parce qu'il y a une telle diversité d'avis des salariés. Euh, on a quand même un discours syndical qui est toujours un peu misérable par rapport aux salariés en souffrance au travail. Vous avez une enquête qui vous révèle que vous avez sur un indicateur de bien-être au travail de 1 à 10, hein, non de 0 même, à 10, évidemment 10 très bien, vous avez des enquêtes qui vous révèlent que vous avez 30% des salariés qui déclarent un bien-être de 8 à 10.
Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça crée une réelle difficulté parce qu'on est dans une approche syndicale globalisante, qui se veut globalisante. Sauf qu'à l'intérieur d'un État, il faut bien être capable d'affronter ça. Donc, c'est vrai, c'est une vraie difficulté parce que moi, je rappelle euh, pour l'image que le droit d'expression, c'est 1982. Le droit d'expression, c'est une revendication de la CFDT dans une négociation nationale sur les conditions de travail qui s'est déroulée entre 1973 et 1975. C'était la grande époque de la grève de la rébellion des OS. On appelait ça les ouvriers spécialisés à l'époque. C'est la première fois que la CFDT pose la question d'un réel droit d'expression des salariés, quand à l'époque, la parole même des salariés au poste de travail était interdite. Oui. Hein, c'est pas qu'on pouvait, c'est même pas de dire qu'elle n'était pas organisée, elle était interdite. On va au travail, on se tait au travail. C'était ça encore à l'époque. Et, euh, et donc, vous voyez qu'on a une revendication qui est de longue date à la CFDT, mais qui passe par des phases et qui se perd dans le temps. Et voilà, on en est encore dans une situation où même avec des jeunes militants parfois, où il faut les basiques un peu de ce que devraient être les valeurs syndicales, quoi. Merci Michel. Est-ce que vous avez des questions? Ah, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'avais bien compris. Vous mentionnez les fameux 30% de salariés entre 8 et 10 sur votre notation. C'est quoi la notation? Où sont les autres 60, sont les autres 70%? Il faudrait prendre entreprise par entreprise. L'entreprise IBM, la dernière enquête que j'ai travaillée, le mode, si vous voulez, il est à 6-7 sur le bien-être. Vous avez 15%, donc c'est pas de 100, donc c'est pas 15% des salariés qui sont de 0 à 3. Vous donnez comme ça de mémoire quelques chiffres qui se situent, quoi, si vous voulez. Alors après, quand on fait l'analyse par genre, par classe d'âge, par statut socio-professionnel, ouvrier, étam, cadre, enfin chez IBM, il y a que dans cette enquête, il y a quasiment que des cadres, hein. Vous apercevez qu'il n'y a pas des différences en termes global comme ça, de travail. Et c'est pour ça que syndicalement, ça oblige après une enquête il faudrait qu'il y ait cette phase de retourner vers les salariés pour expliquer, parce que bon, même si c'est anonyme, on sait situer les secteurs, on sait repérer. Voilà, c'est quelque chose qui engage l'organisation syndicale à dire, bah oui, il faut que j'aille voir, que j'aille comprendre pourquoi j'ai mes 15% de salariés qui se déclarent à ce point en mal-être au travail. Après, on sait le faire, on sait décliner les priorités revendicatives, et des choses très générales, mais 80%, parce que l'enquête est quand même cernée vraiment autour des questions du travail, 80% des problèmes, je pars du principe qu'on peut les résoudre par le dialogue professionnel, en institutionnalisant des espaces de dialogue professionnel. Chez IBM, c'est le paradoxe, c'est que les gens, ce sont des cadres, ils sont autonomes. Alors là, sur l'autonomie, toutes les enquêtes montrent qu'ils sont tous satisfaits de leur autonomie. C'est pour ça que c'est un sujet parfois un peu aigu, mais ils ont plus de relation entre eux. Ce sont des individus qui travaillent et ils ont cette attente, même s'ils sont beaucoup en télétravail, ils ont cette attente d'avoir à un moment donné des possibilités de discuter, y compris et surtout avec leur manager. Le manager, et quelque part, il n'est pas en appui de leur propre activité de travail. Donc voilà, au-delà des chiffres, de toute façon, on voit bien qu'il y a quelque chose à mettre en place autour du dialogue professionnel. Autre question? Oui. Vous aviez mentionné que beaucoup de syndicats et syndicalisations à des accords qui pourtant pouvaient améliorer le quotidien des quotidiens. Du coup, je vous pose la question par rapport à votre culture syndicale. Qu'est-ce qu'un syndicat
à ne pas s'engager dans un projet qui présente une amélioration commune? Mais le scepticisme, c'est déjà l'application des accords. Signer des accords, ça, il y en a des accords en France. Il n'y a pas de souci là-dessus. De la négociation, il y en a. Mais l'application des accords sur la QV, on dit maintenant, bon, c'est pas brillant, quoi. Dès lors où vous avez des dispositions qui ne sont pas contraignantes, ça ne se met pas en place derrière. Chez Stellantis, je prends cet exemple-là. Ils ont bagarré. Enfin, la CFDT, bagarré, c'est pas avec des grèves, parce que sur un sujet comme ça, c'est dur de mobiliser, hein. Mais pendant des mois, ils ont exigé, ils ont mis comme condition à la signature qu'il fallait mettre en place des espaces de travail. Au bout de plusieurs mois de négociations, la direction a cédé, elle a accepté. Ça n'a jamais été mis en œuvre. Et après, si vous voulez, du côté syndical, il n'y a pas l'appui parce que ben, vous avez plein d'autres problèmes et des regroupements, des changements d'activité, des problèmes d'emploi, etc. Je prends un autre exemple, comme ça, imagine. Là aussi, c'est 4 mois de discussion, une exigence de la CFDT d'avoir des espaces de dialogue sur le travail. Euh, on obtient un minimum de mettre en place une dizaine, sur 3 établissements, une dizaine d'espaces de discussion sur le travail. Ça nous paraissait vraiment très faible. Euh, euh, une fois l'accord signé, là, c'est la CFDT, son rôle pleinement pour le faire. La direction les a mis en place. Elle était au-delà de l'objectif de l'accord. Et quand ils viennent de re-signer un accord ici, ils ont triplé l'espace de dialogue parce que dont elle-même a jugé que ça portait les salariés en sont satisfaits. Mais l'organisation syndicale, elle n'est pas en appui. Ce qui a été très différent à Flins ou là et chez Toyota où ils continuent à être. Je pourrais faire un bémol chez Toyota parce que j'en ai rediscuté récemment avec eux et ils reconnaissent, l'équipe syndicale CFDT reconnaît qu'ils ont lâché du lest un peu là-dessus. C'est-à-dire, à un moment donné, ça fonctionne, on doit ne plus s'en occuper. Donc ça c'est la difficulté d'être en soutien permanent à un dispositif comme ça. Parce que dès le moment où vous relâchez, si la direction relâche de son côté, ben, c'est fini, quoi. Bien, merci Michel Saïd. À ceux qui ont posé des questions. Je vous propose qu'on écoute maintenant son. Alors, Sandrine, je RP, ça, ok. Et vous êtes référente des référents. Alors, peut-être pour commencer, c'est quoi un référent et que fait la référente des référents? Question simple. Pour se mettre une mise en bouche, on appelle ça. Question simple, parce que c'est du travail réel. Voilà. C'est ça. Donc, une référente projet, ben, ça fait la promotion du projet auprès des dirigeants, auprès des employeurs. Moi, je le fais dans mon propre réseau avec mes propres clients que je suis en tant qu'IPRP, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de convaincre des gens qui vous font confiance a priori, puisque vous travaillez avec eux depuis déjà plusieurs années. C'est aussi une collective pour aller chercher d'autres employeurs, d'autres dirigeants qu'on ne connaît pas encore par le biais des... Moi, nous, on en a fait avec le CJD, avec la CPME, avec la CCI. Donc ça, c'est la première action, c'est la promotion du projet. La deuxième action en tant que référent, c'est d'accompagner prise et de l'aider à comprendre ce référentiel-là, à décrypter les exigences, à décrypter ce qu'on a appelé l'autodiagnostic, la feuille de route, le tableau de bord, de venir vraiment être pédagogue sur c'est quoi ce projet. Troisième chose, quand on est référent, c'est qu'on anime des initiatives avec des dirigeants et des équipes d'entreprises engagées pour qu'ils puissent partager entre pairs. Et ça, on en a reparlé dans les ateliers ce matin. C'est un rôle extrêmement important que les dirigeants, même s'ils ne sont pas dans le même secteur d'activité, même au contraire, c'est mieux, quoi leur expérience dans le projet. Ça, c'est la partie référente des référentes. Je pense que c'est surtout une petite blague de mes collègues, mais en réalité, ça consiste en quoi? C'est que j'étais là au début et donc j'ai, avec d'autres référents, on a créé les outils.
les outils pour les référents, les outils pour les entreprises. On a créé la fiche d'autodiagnostic, on a créé la feuille de route, on a créé le tableau de bord, on a créé des petites vidéos, des capsules, tout autant d'outils qui faisaient finalement la valeur ajoutée dans les ateliers aujourd'hui. On a être référent des références, c'est ça. C'est animer l'équipe des référents. C'est créer là depuis quelques mois, parce qu'on s'est rendu compte que ça serait hyper utile, des GR au sens groupes régionaux. Donc, ils sont organisés au local dans les groupes régionaux et puis on anime tout ça, on fait des réunions. Voilà, en fait, c'est donner le plus de dynamique, le plus de facilité pour que vous, les dirigeants, vous ayez les possibles pour comprendre dans quoi vous vous engagez et comment vous allez le faire. C'est bien, non? Ah oui, on est bien là, c'est très clair, c'est très clair. Ah, c'était pour ça, c'est pour que vous soyez applaudis. Bah C'est oui, pas mal, bien. j'aime bien l'idée. Vous-même, vous avez accompagné 5 entreprises dans votre région, c'est à Oui. 3 dans l'Aube. Oui. Alors, comment elles font pour mettre en place ce référentiel du projet 41-21 et notamment ces fameux blocs numéro, alors ça va vous parler à vous qui êtes toutes des experts du projet, 3, 7 et 9, 8 et 9. Et vous Ceux qui sont vraiment centrés sur l'écoute. François, vous m'épatez, hein? Vous connaissez tous les blocs et tout, c'est parfait. Vous m'avez un peu aidé. Donc, en fait, le référentiel, c'est 10 blocs, mais en réalité, le cœur, c'est ce que nous, entre nous, on appelle le bloc 3. C'est celui dont on parle, c'est le bloc d'écoute des salariés. C'est vraiment le cœur du dispositif. Oui, c'est ça, c'est la reine de la ruche, ce truc-là, parce que en gros, c'est le code du travail, hein. Les autres, c'est avoir la prévention des risques, c'est la prévention du harcèlement, c'est l'analyse des accidents. Donc tout ça, on le fait déjà. Mais la valeur ajoutée de ce référentiel-là, de ce projet, c'est aller sur l'écoute. Donc comment ils font? Eh bien, déjà, c'est se poser la question de ce qui a été dit ce matin à la première table ronde, de bien décrypter de quelle écoute on parle. Il y a plusieurs niveaux. Donc, de quoi on parle, les N+1, qu'est-ce que vous allez avoir reprise? Donc ça, on échange avec les dirigeants et avec les managers. Qu'est-ce qu'on va chercher? Quelles sont les réponses? Parce que écouter, c'est aussi aller chercher des réponses. Qu'est-ce qu'on va faire de capter? Comment on va les intégrer dans le document utile d'évaluation des risques? Et comment on va mettre en place des actions qui vont permettre de donner de la consistance à ces temps d'écoute qui sont quand même. Et si on veut que ça marche et que ça dure, eh ben, il va falloir qu'on réponde aux attentes qu'il y a en face de nous si on a évalué qu'elles nécessitaient d'être traitées. Donc, dans les entreprises accompagnées, on parle de tout ça, on structure tout ça. Et un des prérequis, c'est qu'on ait les compétences dans l'entreprise pour réussir ces entretiens d'écoute. Et donc, c'est se poser la question dans la mise en place du projet et au début de l'autodiagnostic, on va démarrer par ça, c'est est-ce qu'on a les compétences pour écouter? Et si on ne les a pas, eh ben, on va aller les acquérir soit par de la formation, soit par du retour d'expérience. Peu importe les modalités, mais on va aller les chercher de façon à pouvoir être le plus efficace possible. Et également, ça va passer par la communication interne, François. Il va falloir que ils sachent qu'on va les écouter, pourquoi on va les écouter, qu'est-ce qu'on va faire de ça. Et j'aimais bien ou j'aimais pas, je ne sais pas trop dire, la discussion qui vient d'y avoir sur les enquêtes PS avec les statistiques dont tu parlais, Maxime, tout à l'heure. Parce que finalement, là, on est au quotidien, on est tout de suite maintenant, on est en temps présent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On n'est pas dans des enquêtes qui durent des semaines et des mois avec des restitutions, etc. Et donc, c'est ça qu'on construit. Et alors, on va profiter un peu de votre expérience. C'est quoi les obstacles ou les freins ou les difficultés qui gênent les entreprises à la fois pour progresser, parce que vous m'avez dit que ça prend un peu de temps, Oui. et à la fois pour y venir, Ouais. c'est-à-dire pour essayer de convaincre de rentrer dans le dispositif. Je vais me mettre à deux niveaux. Oui. Bon, déjà, ceux qui me connaissent, ils savent, moi, je suis une impatiente. Alors, j'aime bien que les choses aillent vite. On a inauguré ce projet il y a 1 an. C'était le 12 juin au CNAM à Paris.
Et on pensait qu'il y allait avoir tellement trop d'entreprises qu'il allait falloir qu'on trie, hein. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Et là, ça y est, j'ai compris maintenant, hein. Et en plus, les ateliers d'aujourd'hui nous permettent de comprendre encore mieux. C'est qu'il faut du temps pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce référentiel-là, du temps pour se convaincre nous-mêmes, aller convaincre soit nos -1, soit nos +1. On est sur le temps long. Et ça peut être une difficulté parce qu'on est sur un projet de recherche et il va analyser les datas et elle va le faire sur 3 ans. Et il y a un moment donné où on va faire un top départ, et il y aura un top fin 3 ans après et on statuera. Et donc, ça peut être une première difficulté. Mais là, on est au projet. Pardon, excusez-moi. On est au niveau du projet. Par contre, au niveau des entreprises, la difficulté, je pense que c'est de bien comprendre c'est quoi cette écoute. Et en fait, dans les entreprises, tout le monde écoute. Vous avez vu, on communique énormément, hein, tout le temps. On se parle, on parle. Et c'est pas dit qu'on parle qu'on s'écoute. Et donc ça, c'est une difficulté, la formation des écoutants et des dirigeants. Peut-être qu'il faudrait, il y a deux concepts que je voudrais parler là. C'est d'abord, il faut qu'on déconstruise cette notion de on écoute à tout va. Mais après, on n'en fait rien et puis on écoute n'importe comment. Donc, déconstruire ce qui se fait aujourd'hui pour revenir sur ce qui a été évoqué depuis ce matin, écoute active. Et il y a autre chose aussi. On travaille beaucoup plus avec des petites entreprises, des TPE, structures où il y a des milliers de salariés et des syndicats, etc. Donc, mon vécu, il est différent de celui du monsieur d'avant. Moi, j'ai des dirigeants qui me disent, non, mais Sandrine, mais en fait, moi, j'ai pas besoin de ça parce que tu sais, ma porte est ouverte. Et ça, c'est pas parce que la porte est ouverte qu'on fait de l'écoute. Et ça, là, c'est un faux mythe. Pas parce qu'on est à la machine à café ou sur le parking qu'on fait de la vraie écoute. Et ça, c'est difficile. Et nous, les références, c'est ça que toutes les entreprises qui s'engagent, elles soient tout au même niveau d'exigence, de façon à ce que ce projet de recherche, il ait du sens et que quand on va mesurer les résultats au bout de 3 ans, on ait mesuré exactement la même chose. Sinon, ça ne marchera pas, cette histoire. C'est ça la difficulté pour moi. Et alors, dernière question. Bon, c'est revenu à plusieurs reprises dans le débat et dans les ateliers où j'ai vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire écouter les travailleurs sur le travail réel? Parce qu'on en a beaucoup discuté aussi quand on a préparé. Et je suis pas sûr que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. OK. Monsieur Lanouzière en a parlé tout à l'heure vraiment très, très bien. Mais j'ai un exemple. Par rapport, est-ce que les gens, est-ce que les entreprises, soit celles les 5 que vous avez dans votre portefeuille, entre guillemets, ou celles que vous avez à travers les référents que vous animez, est-ce que c'est assez facile d'acception ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Non, c'est pas facile du tout. C'est vraiment pas facile du tout. Et le meilleur exemple que je puisse donner, c'est les entreprises qui disent ouais, facile, le projet 41-21. En fait, on va faire les entretiens d'écoute avec les entretiens annuels d'évaluation. Voilà, par exemple. Autre chose, c'est cette responsable RH qui dit oh là, mes N+1, moi, ils sont hyper saturés là. Ils sont chargés comme pas possible. D'ailleurs, ils sont en arrêt de travail très fréquemment. Je ne vais pas leur donner ça. Moi, je vais les faire. Je suis responsable RH et je vais faire les entretiens d'écoute de ce référentiel-là. Donc là, on dit non. Nous, les référents, c'est ça notre rôle. On dit non, ça, c'est pas accepté. C'est pas acceptable parce que le travail, il est sur le terrain. Alors moi, je suis un produit de l'industrie. C'est l'atelier, c'est les machines, c'est le magasin, etc. Et qui mieux que le N+1 peut qu'on parle en tant que travail réel? C'est pas le RH, et peut-être au siège, qui sait ce qui se passe. Écouter sur le travail réel, c'est une chose, mais c'est comprendre, c'est partager. Dans le référentiel, on a des temps collectifs de partage des résultats de l'écoute, d'analyse, d'évaluation. Hein. Sur le roll-up qui est là-bas, c'est marqué écouter, évaluer, agir. Et la phase d'évaluation, elle ne peut se faire que par le N+1 avec l'équipe, et trouver les actions, elle ne peut se faire qu'au plus proche du terrain.
Voilà, je pense ça, c'est le cœur. Les entreprises, c'est ça votre challenge. La référence, c'est ça notre challenge. Être sûr que tout le monde a bien compris et que c'est bien ce qu'on va chercher. Et on est, comme disent les Japonais, on est et on est au pied des machines. On n'est pas en salle de réunion et on bosse là, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas qu'il y en aura. C'est une question remarque amendement. Parlez bien près et C'est plus fort. une question remarque amendement par rapport aux échanges qu'on a pu avoir les précédents, notamment celui de ce matin. Parce que en fait, j'ai l'impression quand même qu'entre des grosses entreprises qui vont avoir un pilotage où on est assez nombreux et de la part du fait de la taille de notre entreprise, on peut aussi disposer des fois d'outils. On va peut-être avoir plus de marge de manœuvre pour mettre en œuvre un projet comme 41-21. Quand on est sur une petite entreprise qui doit se palucher le suivi du fichier Excel, la traçabilité, l'entretien d'écoute, la traçabilité des actions, la traçabilité des temps managériaux collectifs, là, on se retrouve avec quelque chose qui peut être beaucoup plus lourd à porter. Et tout à l'heure, quand vous parliez du travail des référents, des travaux que vous avez menés pour mettre en place des outils, je pense que ça va peut-être vite devenir le nerf de la guerre. Sinon, vous aurez peut-être du mal des entreprises de petite et moyenne importance. Pas toujours les ressources au sein de leur comité de pilotage. Alors, c'est répondre, parce que j'ai des exemples. La première entreprise, presque dans le projet, c'était presque la première, je peux la citer, c'est Compositex à 3. On est dans le textile, je crois qu'ils sont 28 salariés. Et lui, il n'y a pas de CSE. Et en fait, il s'est carrément emparé du fichier Excel et tous les mois, pendant 2 heures, avec 2 représentants du personnel qui sont portés volontaires et après qui sont tirés au sort comme ça chez eux. Et ils travaillent sur le drive, c'est affiché à l'écran et ils remplissent le diagnostic. Ils ont fait la feuille de route ensemble et ils suivent l'avancement des actions et eux, ils sont déjà dans le tableau de bord. C'est 28 personnes. En fait, la taille n'a pas, puisqu'on a les moyens de sa taille, en fin de compte. Mon autre exemple, c'est un coiffeur qui a 8 coiffeurs, enfin, en tout, ils sont 8. J'en ai parlé, je crois, ce matin. Ben là, il n'y a pas de référent de salarié désigné compétent, etc. C'est moi leur interne. Et ben, en réalité, on met le système, le référentiel, l'organisation 41-21 qui correspond à 8 personnes. Donc, ce n'est pas du tout un frein. Même que c'est un avantage. Mais je ne suis pas sûre. Hein. Mais en fait, si, j'en suis sûre. Je pense que plus ils sont petits, plus ils vont être agiles et plus c'est facile. Et puis là, pour le coup, ça va vite. Et obligatoirement, on a le dirigeant qui en a, ça y va. Max. C'est à ça, à ce qui a été dit là. C'est quoi les éléments de recherche-action qui ont été intégrés dans le protocole pour réussir justement parce que tu parlais de travail réel, euh, en particulier les préventeurs, ils ont un rôle, il y a un rôle, il y a une vision réelle du travail, mais dans le même temps, il n'y a pas mieux que les acteurs pour définir le travail réel. Et en gros, quels éléments du prototype intègrent ça? C'est-à-dire la part de l'acteur, pas que dans l'écoute, mais aussi dans l'évaluation. L'évaluation, elle ne va pas porter sur la façon dont on fait les écoutes, elle va porter sur les résultats. Les questions de recherche, c'est comment s'améliore la santé des travailleurs, comment s'améliore la santé des dirigeants. Les indicateurs qui vont être analysés par le CNAR, mais ces indicateurs-là, les indicateurs de résultats et non pas de moyens. Donc, on ne va pas voir ça. Je ne comprends pas ta question, Maxime. On-
Oui. Non. Ah. Ah oui, j'avais pas compris le mot évaluer, excusez-moi. Excusez-moi, je suis un peu dans mon raisonnement. Toi, tu parles de évaluer les résultats de l'écoute. Non, mais là, on va avoir un problème, c'est que vous parlez entre vous et je pense que la moitié, voilà. Et puis en plus, on a un problème de temps. Donc, bon, voilà. Voilà, rentrez la question dans la boîte à questions. À un moment, il y aura des questions des internautes, je pense, à la fin, comme ce matin. OK. Alors, je vous propose, merci beaucoup, Sandrine. Je vous propose qu'on passe là maintenant. Donc, on a avec nous trois entreprises ou établissements qui se sont lancés dans le projet. Et on va commencer avec vous, Beryl Fanton. Donc, vous êtes sous-directrice de la CARSAT Centre-Val de Loire. On est donc ici dans une structure de l'assurance maladie qui a en charge la retraite et la santé au travail. Donc, petite question comme ça, en vous engageant dans le projet 41-21, est-ce que vous avez voulu faire mentir l'adage du cordonnier le plus mal chaussé? Effectivement. On est d'accord. D'où cette idée, c'est central d'en parler parce que nous sommes un organisme de sécurité sociale. L'équipe. Alors, on n'est pas dans une entreprise capitaliste, Ah non. contrairement à ce qu'entend, je Oui. crois. Mais on est dans une entreprise, il faut peut-être nous rappeler de l'assurance maladie, même si tout le monde devine que un certain nombre d'efforts budgétaires, on va dire, pour parler. Oui. Oui. Effectivement, on a les mêmes problèmes que toute structure qui sont dans cette démarche. La toute première, c'est que on n'est pas du tout, on est très contraint en fait. On n'est pas du tout une structure qui avons du temps. On n'a pas de temps, on est sur des objectifs, de la performance à acquérir. En fait, pourquoi? Parce que nous sommes aussi un service public qui est regardé de très près par les pouvoirs publics dans un contexte aussi de sobriété budgétaire. Nous avons, comme beaucoup d'autres, contractualisé des objectifs que nous devons atteindre. Caisse nationale que vous connaissez, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'assurance vieillesse. Nous avons une convention d'objectivité sur chaque CARSAT, un contrat pluriannuel d'objectifs qui nous contraint dans les moyens qu'on a pour faire le travail et dans les objectifs sur lesquels nous sommes scorés tous les ans, sur le lancement bien évidemment, mais sur aussi et avant tout le champ de notre performance. Donc, nous sommes une structure privée sans but lucratif, mais avec des objectifs qui s'apparentent très fortement à des objectifs de faire prouver dans le privé. Ça, c'était le premier point, c'est que effectivement, nous, on s'engage dans cette démarche. On est le premier organisme de sécurité sociale à s'y engager. La raison pour laquelle c'est que Parce que vous n'avez pas de problème, particulier de risques psychosociaux, de Pas- perte de sens, Alors, c'est très présomptueux de vous répondre ah non, pas du tout, alors qu'on est au tout des démarches. Il y a à balayer devant notre porte. Aujourd'hui, on en est à l'état de travailler le diagnostic avec notre comité de pilotage, composé de nos élus. Ça serait complètement présomptueux de dire oui, on est plutôt bien situé sur l'autodiagnostic, circuler, il n'y a rien à voir, on fera ça en 3 ans. Non, la vérité, c'est qu'on fera ça en 3 ans, mais qu'il va y avoir du travail. Aujourd'hui, ce serait complètement inconscient, même si on est un organisme qui est au plan de nos objectifs, c'est-à-dire les blocs jusqu'à 3. On peut se dire à peu près, oh là là, normalement, on est 800 collaborateurs. Donc, on est beaucoup. On a les moyens de structurer notre organisation QVCT sur le plan de nos objectifs et de nos moyens. Donc, on a une direction retraite qui gère tout ce qui est le service à nos futurs retraités. Moi, je suis sur le pilotage de la direction en charge de l'assurance maladie, donc les risques pro, le service social, la risque pro. Donc, on a vraiment les moyens et de notre structure. Donc, effectivement, j'ai bien l'impression qu'effectivement, avec 800 collaborateurs, notre comité de pilotage va être bien staffé
et que ce ne sera pas forcément plus simple parce qu'on est bien structuré, parce qu'il y a des enjeux. Moi, j'ai plutôt l'impression, mais ça c'est une impression personnelle, qu'on est tous en train d'accrocher notre baudrier en se disant, effectivement, c'est une démarche qui est très structurante, nous engager tous. On est dans le cadre d'un dialogue social nourri, que j'estime à titre personnel de bonne qualité, dans le sens où on se dit les choses. Voilà, voilà, il y a pas de tension, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une capacité à interagir avec nos élus. Donc on est sur un terreau fertile. C'est ça plutôt qui est intéressant, c'est que on n'est peut-être pas sur l'idéal, mais on est sur un terreau fertile. Après, effectivement, le fameux adage des cordonniers les plus mal chaussés, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas être préventeur. Dans l'équipe des risques pro, j'ai une bonne partie de préventeurs qui sont agréés, contrôleurs de sécurité, ingénieurs conseils, formés sur les risques pro, qui sont les premiers à toutes les entreprises qu'elles accompagnent, de gré les entreprises qui viennent vers nous pour nous demander comment s'améliorer sur ce champ-là, ou de force, celles qui ont une sinistralité qui ne va vraiment pas et qui n'ont pas forcément envie de nous accueillir dans leurs locaux. Pour autant, il y a un véritable enjeu à aller expliquer aux entreprises comment faire prévention sur le travail réel. Et on ne peut pas sur les risques psychosociaux, sur les troubles musculo-squelettiques, sur les risques chimiques, et j'en passe. On est vraiment sur un champ maintenant qui est très large et qui amène nos préventeurs à être des experts sur beaucoup de sujets différents. Et par ailleurs, sur un nouveau programme d'ailleurs qui nous amène à aller au contact de toutes les entreprises qui ont malheureusement des AT mortels, où on accompagne nos collègues de l'assurance maladie pour aller expliquer comment faire pour que ça ne se reproduise pas. On est vraiment sur une équipe de préventeurs qui prêchent au quotidien la bonne parole, qui sont absolument persuadés et qui ont ces valeurs chevillées au corps, à qui on va dire, bah, et nous alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour nous? C'est-à-dire qu'on va dire aux autres comment faire, mais est-ce que nous, on est exemplaires? Ben non, on n'est pas exemplaire. La vérité, c'est qu'on ne s'applique pas à ce qu'on... Voilà. Donc, il y avait cette démarche-là, et c'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, et c'était une démarche qui trouvait beaucoup. Mais pour les autres collègues des autres directions voilà, de la CARSAT, il y avait aussi d'autres enjeux. C'est-à-dire, comment on porte ça auprès de tous les collaborateurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on l'a réfléchi avec le CODIR depuis le départ. Directrice générale, on avait travaillé dans le CODIR sur comment donner du sens, comment être sûr de l'animation participative de nos grands enjeux stratégiques. Ça, c'est un peu galvaudé, tout le monde fait un peu ça. Et voilà, jusqu'où on va, quel est le niveau de granularité on donne à tout ça. Donc, on a travaillé là-dessus et bien évidemment, on a une structuration de notre système de management intégré qui est quand même assez mature, mais il faut donner du sens à tout ça. Donc, on a réfléchi. Et l'idée de notre directrice générale, c'est OK, on se renseigne sur cette démarche-là, on se renseigne sur d'autres démarches, un label ou pas, voilà, ça fait un peu galvaudé, mais pourquoi pas. CODIR n'ira, on ne présentera la démarche que si tout le monde est OK là-dessus. Et si tout le monde est vraiment convaincu par la démarche. C'était 0-0-0, c'est-à-dire tout le CODIR est convaincu par la démarche. Cette démarche, elle s'inscrit dans une histoire que notre directrice générale a commencé à impulser il y a un certain nombre d'années maintenant, où elle met un mot important dans tout ça, c'est la performance sereine. Moi, quand je l'entends, je dis, c'est pas possible, hein, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est performant, il n'est jamais serein. Mais en fait, si, la question qui est ce terme-là, la question qui est sous-jacente à ce terme-là, c'est être excellent et être bien dans ses baskets, bien dans son travail réel en même temps. Et on n'y est peut-être pas, mais la question, c'est comment on fait pour y aller. Et bien en fait, cette démarche-là, 41-21, elle est complètement raccord avec ce que nous voulons, c'est-à-dire que nos collaborateurs se sentent respectés pour ce qu'ils font, apportent des solutions techniques qui vont dans le sens de la QVC, dans le sens de la fluidification et donc de notre tour. Tout est totalement imbriqué en fait. L'histoire, elle est là. Que cette démarche était évidente pour nous après. Question qui répond, enfin,
Je rebondis sur ce que vous venez de présenter à l'instant. Le fait que vous avez dans vos collaborateurs, même si ce n'est pas la totalité, mais en tout cas dans vos équipes, à vous, sous-directrice, celle l'est, des gens qui sont spécialistes pour aller expliquer aux entreprises ce qu'elles doivent faire, comment ils reçoivent cette démarche que vous leur avez proposée? Comment se situent les organisations syndicales représentatives, comment et accepter ce projet? Est-ce que ça fait, le fait que ils ont bien conscience que la question des risques psychologiques, ça ne se traite pas par simplement en édictant des règles. Est-ce que c'est un projet qui est plus facilement accepté ou plus facilement contesté? Alors là, je vais vous dire, en fait, elle est dans un premier temps plus facilement entendue, mais la barre est ultra haute. C'est-à-dire que justement, ce sont des gens experts, ce sont des gens qui se disent que on ne peut pas prescrire et en même temps ne pas s'appliquer à soi. Donc, il y a un véritable enjeu derrière. Alors, on est au tout début de notre engagement. On va avoir notre premier comité de pilotage dans 15 jours. On a présenté la démarche à notre CSE en mai, donc de format informatif, c'est-à-dire on souhaite y aller, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont les freins, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte si on y va. On l'a présenté à nos managers qui ont relevé pas mal des freins qui ont été présentés en atelier. C'était très rassurant de se dire qu'on se pose tous les mêmes questions. Présenté aussi à tous nos collaborateurs. Enfin, c'est le directrice générale et l'ensemble du CODIR qui a dit voilà, on voudrait aller là-dedans, ça nous intéresse, ça a du sens, ça s'inscrit dans notre d'innovation et de participatif. Alors, on a plusieurs projets comme ça, vont sur les enjeux de travail, comme la question du lissage de notre activité. Comment ne pas travailler et être en fin d'année en mode plan d'action pour atteindre nos indicateurs? Parce que ça, c'est clairement source de stress, c'est déjà identifié. Comment intégrer l'IA dans nos pratiques? Bah voilà, tout le monde s'y met avec son téléphone portable, pose des questions à ChatGPT. Nous, pour inculquer ça et aller sur plein d'ateliers participatifs comme ça qu'on met en place. Et donc 41-21, c'est un des projets participatifs, mais qui concerne tout le monde, donc complètement à part, qui a été présenté et qui a été plutôt bien reçu, qui n'y voit pas de concurrence du tout entre le social actuel de bonne qualité selon moi et la démarche qui vise justement à donner beaucoup d'écoute et beaucoup de place le métier. Mais au contraire, justement, c'est plutôt vu comme quelque chose qui va pouvoir nous structurer. Voilà, ça a déjà été dit plus tôt. Voilà, c'est une démarche très structurante. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, non, mais au fur et à mesure que je c'est plus compliqué. En fait, vous êtes préposé aux questions. Donc, quand je dis Maxime, je devrais dire, est-ce qu'il y a des questions, Maxime? Je pense que ça serait plus logique. Alors, je ne sais pas qui est votre référent. Bonjour. Bonjour. Et est-ce qu'il est interne et est-ce que vous pourriez porter en interne le fait d'être référent? Est-ce que c'est envisageable, quoi? Alors, là, vous allez rire. Notre référence est Vincent Beau. Ah oui, mais bon, on se lance. L'idée, c'est aussi d'être Presque tête de interne. pont, en fait, concrètement. C'est un ex-interne. Il y avait une question? Non, il faut enchaîner. Oui, on fait signe en régie que. D'accord. Et- je les interdiens, on est d'accord. Alors, je me retourne vers Jean-François Hartmann. Vous dirigez Elsonnet, qui est une entreprise du secteur de la propreté et qui est également une entreprise d'insertion. Alors, peut-être pour commencer, nous expliquer la particularité d'une entreprise d'insertion sur le nettoyage ou la propreté, comme on dit. Et ensuite, qu'est-ce qui vous a motivé pour rentrer dans ce projet? D'accord. Donc, Elzonet, c'est une association. Parlez alors, me Oui, regardez pas. oui, pardon. Voilà. Elzonet, c'est une association. Et, nous sommes une entreprise d'insertion. Donc, c'est une structure d'insertion par l'activité économique. L'économique, c'est le nettoyage. Nous recrutons des personnes qui sont et qui sont fracassées par la vie. Il y en a également issus de territoires étrangers.
Nous formons à la propreté et nous faisons un accompagnement social et professionnel avec un maximum de durée de 2 années, puisque c'est un conventionnement avec l'État, c'est 2 ans max. La moyenne reste environ 13 mois et on a pas de performance à atteindre pour notre convention avec l'État. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé pour rentrer dans ce projet? Parce que c'est quand même, vous êtes dans un secteur où la pénibilité est quand même largement reconnue. J'imagine que Oui. vous rencontrez ce type de difficultés, comme beaucoup d'entreprises d'usage ou de la propreté. C'est un métier pénible avec probablement dans le temps. Euh, des problèmes d'inaptitude massifs, hein, il y en a beaucoup. Alors, peut-être pas chez vous, hein, mais c'est assez Des réputé pour TMS, ça. pas mal, ouais. TMS, par Mhm. exemple, oui. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé pour entrer dans le projet? Et où vous en êtes ensuite? Alors, je vais pas mentir, c'est Vincent. Non, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer Vincent à Strasbourg. Et comme il aime me le rappeler, il m'explique et je lui dis, bah écoute, nous, on peut pas changer la nature de notre métier. C'est pas avec le dialogue, l'écoute à ce que le métier soit magnifique et beau. Et donc, il me raconte tous les détails. Et à la fin, je dis, OK, dès que je peux, j'y vais. Euh, le deuxième moteur, c'est que dans ma vie professionnelle, je parcours moi-même et je me suis retrouvé à l'usine à faire de la soudure chez enfin, quelqu'un qui fabriquait des remorques de camions. Et là-bas, on s'est retrouvé avec des pénuries de matériel, donc des blocs, des machines à souder qui étaient défectueuses. Il manquait des équerres. Et on se dit, viens, il me dit, pourquoi votre pièce est de travers? Ben, je dis, bah, il nous manque des équerres. Trois mois qu'on les demande et on les a pas. Le processus, ce que je veux dire, c'est que il y a des frais, ça coûte à l'entreprise quand il y a de la non-qualité, quand il y a de la non-performance. Et ça, j'en ai souffert personnellement. Et donc, pour moi, que le salarié qui est à l'œuvre, bien et qui est dans des situations pénibles, bah, déjà qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse être entendu et que, effectivement, son encadrement apporte des solutions. Parce qu'en plus, ça coûte à l'entreprise. Donc ensuite, on a eu l'autre occasion, c'est que Vincent est venu à Strasbourg faire ses conférences en Tour de France. Nous l'avons accueilli dans nos locaux. On était une vingtaine de personnes et j'en ai profité pour faire venir tous mes collaborateurs à cette conférence. Justement, j'en ai profité qu'il a le verbe et qu'il sait convaincre que j'allais obtenir l'adhésion de mes collaborateurs. Et mes collaborateurs sont tous hyper enchantés. Je vais le rappeler ici, c'est que j'ai un de mes collaborateurs dans le tour de table, qui il exprime ce qu'il a ressenti et il a fondu en larmes. On s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et il racontait que dans l'entreprise où il était avant, c'était tellement mal que d'être dans une entreprise bienveillante, dans le projet 41-21, il a dit, mais ça, c'est parfait. Et il a lâché toutes ses émotions. Donc, c'était un grand moment. Et là, ça m'a réconforté dans l'idée de me dire qu'il faut qu'on y aille, quoi. Alors, temporellement, il y a eu un petit décalage parce qu'on était en train de faire un projet sur la mesure d'impact social qui nous a été très chronophage, spécifique. Et là, maintenant, on est parti, on est lancé dans le projet 41. Vous êtes combien de collaborateurs Alors, en tout, l'entreprise, on est 42 personnes. On est 7 au niveau de l'administration, encadrement, insertion, Tosopro. Et on accompagne 27 personnes en parcours d'insertion et on a quelques agents en CDI pour faire un pôle technique. D'accord. Et alors, vous en attendez quoi? Enfin, de- Alors, ce que j'en attends, c'est que pas mal de choses qu'on fait déjà, puisqu'on est structure d'insertion, on est déjà pas mal à l'écoute, mais ça, c'est pas vraiment structuré. Et justement, grâce au référentiel, grâce aux référents et à tout l'accompagnement qui est autour, on va se structurer. En plus, moi, je suis quelqu'un qui pense vite et qui va très vite. Je suis toujours dans ce décalage avec mes équipes et je me dis, il faut raccrocher les wagons. Et le fait de se parler, de s'écouter et de mettre en œuvre des actions vont pouvoir nous aider à avancer et à transformer ce qu'on fait déjà. Et vous en êtes où là du projet? Ben, on a défini le comité de pilotage. C'est du volontariat. Donc, j'ai une équipe qui est vraiment bien structurée. On a la responsable d'exploitation. J'ai du personnel, dans le comité de pilotage et la chargée d'insertion. Donc, j'ai les 3 pôles qui sont vraiment représentés. Et avec ça, on va vraiment pouvoir. Donc, vous êtes au début, là. On est au début, oui. Au début. Mais on se prépare. Et qu'est-ce qui a été le plus dur dans le cheminement? Il y a rien de spécialement dur, en fait, parce que moi, je n'y vois que des. Trouver du temps, c'est pas simple quand même, non? Parce que vous Non, êtes un peu. parce qu'on a déjà pas mal de réunions, d'ateliers de travail justement par rapport à l'insertion. Parce qu'il faut vraiment qu'on communique entre
la chargée d'insertion, les encadrants et moi-même la direction pour prendre les bonnes décisions. On se voit déjà toutes les semaines pour discuter de chaque collaborateur en parcours. Donc, on a cette habitude, on a cette linéaire. Et à la fin de cette réunion d'insertion, on a encore 1 heure où on travaille actuellement sur les processus, on travaille sur d'autres sujets, par exemple l'impact social. Donc là, dans cette fréquence, on peut intégrer des rendez-vous pour traiter le projet 41-21 sans trop de soucis. On est déjà formaté dans les démarches de rencontres et d'échanges. Mhm. Mhm. Donc, il n'y a pas de problème de temps. Vraiment, pour l'instant, alors c'est vrai qu'on est petite structure, c'est plus facile que si on était. Ça. Mais non, moi, je ne suis vraiment pas inquiet à ce niveau-là. Je suis plus inquiet à ce qui a été dit à un moment donné avant, où effectivement, on va se retrouver avec un N+1 qui va devoir entendre des choses qu'il ne va pas forcément entendre. Ça Mais peut être des vos collaborateurs, ceux qui vont ils sont formés à l'écoute? Ben, on va les former. Ouais. Oui, vous allez les former. Oui, on va les former, alors soit en interne, soit en externe, mais il faut qu'on trouve une solution. Parce que les techniciens, ils ne sont pas habitués au verbe Et du coup, je pense que ça va être un des obstacles. C'est l'obstacle, c'est les écoutants. Et ils vont trouver le temps pour le faire. Oui. Parce qu'ils ont de toute façon déjà. Mais tout le monde est convaincu que c'est bénéfique. Parce qu'ils ont déjà des rendez-vous trimestriels avec leurs agents où ils font le point sur l'être, savoir-faire sur leur période. Et du coup, schéma de 1 fois par trimestre, on peut intégrer le rendez-vous annuel qui est nécessaire. Et donc, je ne suis pas inquiet, c'est juste effectivement la capacité d'écouter, la capacité d'accueillir la parole ou de la mettre en œuvre. Ça peut être des freins, mais je pense on peut les lever. Il y a les formations qui existent, on peut être accompagné. Plus près du micro, pardon. Ah mince, quel dommage. Et c'est bon. Déjà, on est bien. On est bien. Question. Oui, monsieur. Madame, au fond. Monsieur, devant. Madame, au fond. Oui, c'est pas une question piège, mais j'ai travaillé dans ce milieu et je me pose la question que je me posais à l'époque. La femme de ménage qui part à 5 heures du matin, 4 heures et sans voiture, je ne sais pas comment on peut répondre à ce type de problème, comment on peut répondre à ce type de problématique. Alors, personnellement, je suis administrateur dans la Fédération des entreprises de propriété Grand Est, active sur le travail en journée. Et nous-mêmes, chaque nouveau client ou chaque client en cours, on essaye de travailler avec lui pour changer effectivement les horaires de travail. Parce qu'effectivement, l'agent de service, c'est un père ou une mère de famille qui doit être présent pour emmener les enfants à l'école ou pour les chercher, dîner ensemble, faire les devoirs. Il y a un mouvement là-dessus, hein, Il y a un justement. mouvement de fond. Un mouvement assez fort pour l'horaire, justement, pour éviter d'avoir des horaires tôt le matin et tardifs le soir avec rien au milieu. Bon, ça fait partie des démarches conditions de travail de ces personnels. Mais c'est Madame. beaucoup chez en fait. Et c'est beaucoup chez Oui, c'est le client, il n'accepte pas, c'est compliqué de lui faire changer d'avis. Hein. On peut faire des essais, etc., mais c'est compliqué. Madame. Oui, ma question, c'est aux entreprises. Donc là, on cherche encore à avoir plus d'entreprises dans le dispositif. Je voulais savoir, en tant que dirigeant, quelles avaient été les armes qui avaient fait que vous êtes engagé dans cette démarche? L'argument. Je réponds pour aller vite. L'argument, c'est Vincent. L'argument, c'était Vincent, mais il y en a un autre. C'est vrai que pour moi qui cherche toujours à maximiser l'organisation de l'entreprise, il y a de l'écoute. Le salarié, il se sent bien à son poste, donc il est plus efficace, il adhère à l'entreprise. Si l'organisation elle est plus fluide parce qu'on l'a repensée lors des différents ateliers, on ne perd pas d'argent. Si tout est opérationnel, c'est un petit peu ce que je rejoins, ce qui a été dit, hein, c'est je ne sais plus le terme, mais c'est la force tranquille ou l'efficacité sereine. C'est quelque chose vers lequel j'œuvre également parce que une malfaçon, c'est plus coûteux que d'avancer, de faire correctement son travail. Et le salarié, s'il a les bons outils, s'il est reconnu, il sera plus enclin à faire du bon travail que si on le maltraite ou on le dénigre ou on ne l'écoute pas du tout. Et dans ce cas-là, lui, il va dire ciao, je peux, et puis vous vous débrouillez. Chose qui m'était arrivée dans cette usine, hein. C'est-à-dire, j'avais un mauvais poste à souder, à un moment donné, je ne pouvais pas faire des bons points de soudure, je dis, je fais ce que je peux, et puis ciao. Hein. Et c'est un désengagement. Et ça, je pense qu'on peut vraiment obtenir l'engagement et l'adhésion des collaborateurs et aussi une fidélisation. Non, on va arrêter, mais sinon, moi, je vais me faire engueuler, mais vous savez. Donc, non. Donc, merci.
On va terminer avec vous, Eva et Vernon. Donc, vous êtes responsable finance et administrative de Bilab France. C'est une association qui gère la communauté Bicorp France et anime le réseau de ces entreprises certifiées. Alors, pour que tout le monde vous identifie bien, même punition que vos petits camarades. Votre association comporte une vingtaine de salariés. Oui. Ils font quoi? Alors, C'est quoi Bilab? Et puis, comment vous êtes 41-21? Je pose toutes mes questions à la suite pour gagner du temps. Alors, Bilab France est une association qui fait partie d'un mondial de Bilab Global et on représente une entreprise française certifiée Bicorp en France. Ce sont des entreprises qui se font certifier grâce à un outil gratuit, un référentiel que nous mettons en ligne et qui ont des exigences à fort impact positif, social, sociétal et environnemental. Donc déjà, des entreprises un peu convaincues. Très engagées. Très engagées. Voilà, déjà très engagées. Et donc, comment vous êtes arrivé au projet 41-21? Je précise, non pas pour les entreprises certifiées Bicorp, mais pour vous-même, qui êtes une Notre association, organisation, tout à fait. un peu comme la CARSAT, même question, Exactement. pour être cordonnier. Alors, on a découvert le projet grâce à Vincent aussi, lors de Encore son intervention, lorsqu'il a inauguré le projet. Et ça fait tout de suite sens par rapport à nous, ce qu'on fait, déjà par rapport au référentiel. C'est quelque chose qu'on pratique. Donc, voilà, on se sentait assez à l'aise de répondre à ce référentiel. On a aussi quand même au sein de nous, de notre organisation, donc Bilab France, des managers qui sont jeunes, souvent des personnes qui sont même arrivées en stage ou en alternance et qui sont aujourd'hui managers. Il faut savoir qu'en 2022, on était un effectif de 8 personnes. Et vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 20. D'accord. Donc, c'est une organisation jeune, mais qui a, En croissance, oui. voilà, il y a une sens. Et du coup, il a fallu quand même jeunes managers. Et c'est vrai que le référentiel du projet 41-21 avait vraiment du sens pour nous et proposait vraiment un cadre pour ces managers. La première chose qui a été faite, ça a été quand même de les former, parce que les former à l'écoute et former aussi les salariés à parler, parce que c'est pas facile d'écouter, c'est pas facile non plus de parler. De s'exprimer sur le travail. Voilà, de s'exprimer sur le travail. Donc, il y a eu quand même un parcours de formation qui a été assez complexe dans les premiers temps. Vincent nous a aussi accompagnés sur ces sujets. On a aussi inclus beaucoup de parties du projet dans le plan de développement des compétences des salariés pour qu'ils puissent avoir accès à des outils supplémentaires. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans une stratégie globale de l'organisation. Voilà, Et vous en êtes où, là? Alors, nous, aujourd'hui, on a fait notre diagnostic avec notre feuille de route qui est en cours d'élaboration. On a eu le hasard. Notre CSE s'est construit en octobre 2020 et on s'est engagé en janvier 2025. Et donc, on a pu vraiment inclure le projet 41-21 dans le travail, dans la liste, dans la feuille de route du CSE. Donc ça, c'était un avantage pour pouvoir engager toutes les parties prenantes en même temps. Et tout le monde est enthousiaste? Tout le monde est très enthousiaste. Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'être dans une organisation qui est très engagée. Ouais. Pour le coup, le projet 41-21, moi, il va... Il résonne par rapport à ça, on pourrait être venu vous rejoindre. Tout à fait. Il va peut-être aussi nous servir à cerner le surengagement de nos salariés, parce que nous, on a un problème vraiment de des salariés et ça peut les atteindre vraiment par rapport aux thèmes et aux sujets qu'on traite au quotidien. Donc, c'est un outil qui va nous être précieux, je pense. Et alors, dernière question pour la route. J'imagine que aux entreprises qui sont certifiées Bicorp, qui s'engagent pour améliorer la santé mentale, mais notamment sur un plan social, c'est quelque chose que vous pourrez ensuite étendre aux entreprises. Alors, Déjà. Alors, on a commencé dans le sens de notre engagement.
aux entreprises. On diffuse beaucoup d'informations. On ne peut pas forcer les entreprises à s'engager dans le projet 41-21, puisqu'elles, quand elles viennent vers nous, elles s'engagent pour Bicorp. Mais en tout cas, on essaye de médiatiser le possible nos actions pour les inspirer. C'est ça, hein, aujourd'hui, on teste un pilote de la semaine de 4 jours. On a une politique RH qui est très en faveur du salarié. Donc, on essaie aussi d'inspirer les entreprises par rapport à nos propres pratiques. Donc, on se dit que le projet 41-21, il y a bien quelques bicorps qui vont rejoindre voilà, un jour ou l'autre. Donc, on essaie de diffuser un peu le projet à notre échelle. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Et est-ce qu'il y a des questions alors maintenant pour le coup? Non? On n'a pas le temps ou il n'y en a pas? Il n'y en a pas, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Ah, pardon, je n'avais pas vu. Si, mais il faut parler. Ou alors vous l'avez éteint. Et il faut éviter de mettre la main sur l'antenne. Il était éteint, voilà, c'est bon. Merci. C'était pour Eva, dans le témoignage, je connais un peu ce que vous faites et c'est super. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'en tant qu'association à but non lucratif, sans recherche, enfin obligation de rentabilité, de distribution de dividendes, vous pensez que les entreprises, notamment celles qui rentrent dans votre processus de labellisation, la démarche avec elles, leurs contraintes, de performance financière? Alors, je pense que les entreprises qui se lancent dans la démarche Bicorp, c'est des entreprises qui sont déjà préparées à passer à une forme de chemin. Certifié, c'est très long. C'est un label minimum en 1 an. Enfin, c'est très long. Et je pense que aujourd'hui que le projet propose, ça peut être un outil supplémentaire pour ces entreprises-là qui n'ont pas forcément les moyens financiers de se faire accompagner peut-être dans des accompagnements RH qui aujourd'hui sont très coûteux, au même titre que la certification Bicorp est gratuite, l'accès au référentiel est gratuit et ça peut tout d'une feuille de route d'un cabinet RSE. Donc, je pense que ces projets et ces outils aujourd'hui accessibles peuvent vraiment accompagner les entreprises dans de meilleures pratiques au quotidien, sans forcément avoir l'argent pour investir dans un accompagnement. Et ça fait aussi gagner du temps, puisqu'il y a et les bonnes pratiques qui sont annoncées, qui sont recommandées. C'est vrai que quand on parle de difficultés, il n'y a pas vraiment de difficulté à comprendre le référentiel. Tout est très bien expliqué, c'est très clair. Donc, je pense qu'il y a un point commun. Je pense qu'ils peuvent passer dans le projet 41-21. Bon. Et merci à tous les 6. Ouais, vous pouvez les applaudir. Merci. Merci à vous. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ces 2 tables rondes et donc je repasse la parole à celui qui est quand même, vous l'avez vu, un petit peu derrière le projet quand même, hein. On l'a bien senti. Voilà. Merci Vincent, à toi. Merci François. Je vous propose de regagner vos places, comme ça vous ne serez pas celui qui vous parle. Merci beaucoup à tous les intervenants. Alors, tout a été rattrapé. On est juste à temps pour une conclusion durée entre 1 heure et 1 heure et demie. Puisque François n'a pas fait son introduction, alors je récupère le crédit temps. OK. Des choses, j'y arrive pas à me structurer dans cette expression de conclusion. Alors, je vais commencer par ça. Premièrement, je voulais vous donner un retour. J'étais en conférence et puis je parle de ça. Je dis voilà, écoutez, c'est pas facile, c'est pas facile. Avec le dialogue professionnel, pas toujours. On n'a pas de temps. Mais je sais que si vous faites ça, vous gagnerez ça, etc. Et j'ai une stop. Cette référente, elle est à l'étage en dessous. Et elle accompagne des entreprises dans ce projet. Et elle me stoppe. J'étais donc devant un parterre d'employeurs. Puis elle me dit mais attends, mais Vincent, mais c'est super bien ce qui se passe dans les boîtes. C'est heureux. En fait, moi, j'étais là en disant, c'est dur, ça prend du temps, il va y avoir des chutes, il va falloir se relever, etc. Et elle, dans son entreprise, me dit, mais ce qui se passe dans la boîte, ils sont ça. Ça ne génère pas que des souffrances, des cris, des larmes pour tout au bout espérer à un moment donné sourire, quoi. Donc ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit.
on a parlé des difficultés, etc. On a aussi tendance à théoriser, à surcomplexifier les difficultés pour ne pas faire, parce qu'au bout du bout, l'envie, c'est de ne pas faire. Hein. Donc, ne nous trompons pas. Il y a quelque chose à découvrir là derrière. Quoi. Quelque chose de beau à découvrir là derrière. Je vous donne une anecdote qui me vient aussi. Première fois que j'ai essayé ça, c'était quand j'ai fait mes débuts de préventeur à la CARSAT. Et je suis avec le directeur industriel partout en France. Voilà, ils ont des établissements de partout. Et en fait, je me rendais compte que plus je lui disais ce qu'il fallait faire, moins ça allait. Donc, y aurait-il un lien? Donc, je vois bien que la résultat ne sortait pas. Et on se lance à un moment donné, je fais, vous savez quoi, moi, j'arrive pas à vous conseiller pour qu'il y ait moins d'accidents, pour qu'il y ait moins d'absentéisme, pour qu'il y ait moins de turnover. Je vois bien que vous avez des prises qui ne collent pas. Demandons aux gens, en fait. On va demander aux gens. Et donc, il l'a fait. Et en faisant ça, c'est là qu'on a ouvert cette voie nouvelle, en tout cas pour moi, puis pour d'autres aussi, c'est de faire à partir des gens, quoi. Puis rajouter ce qu'on sait après, quoi. Et il était tellement emballé, ce directeur. Donc, c'était un commercial. Il était tellement emballé, c'est un directeur régional, que c'est devenu son ADN. Voilà ce qu'il a fait. 6 mois après, il m'appelle. Et ça. Ton truc de l'écoute, voilà ce qu'il me dit. Ton truc de l'écoute, c'est bien, mais ça a des limites. Quoi. Je lui dis, quelles sont les limites? On était en juin. Vous verrez pourquoi je dis ça. Ton truc de l'écoute, c'est bien, mais ça a des limites quand même. Pourquoi? Moi, j'étais tellement emballé de ce qu'on a fait, en séance, des accidents qu'on a réduits, de l'absentéisme qu'on a gagné. C'était pas la vie, tellement mieux. J'étais tellement emballé que je l'ai fait sur la partie. En gros, il m'explique, tous les ans, on doit vendre un produit. C'est le produit de l'été. Et il se trouve qu'en été, on mange moins de pâtisserie. Donc, on a un produit de l'été. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on définit au niveau central quel est ce produit de l'été. On demande aux gens de le vendre. Vous savez, des surveillants qui viennent régulièrement voir si les boulangeries mettent bien les bons affichages, les bons affichages, pardon, c'est le produit de l'été, qui viennent voir aussi en client mystère. Si au moment d'acheter un café, on vous dit est-ce que vous voulez le produit de l'été, etc., tu vois, pour pousser les ventes. Donc, il dit voilà, et j'ai eu envie d'expérimenter l'écoute pour les vendre. Et donc, il me dit à une de mes boulangeries, j'ai créé cette occasion-là, alors que c'est le produit de l'entreprise. Je leur ai dit, pour vous, ce sera votre produit. Le produit de l'été que vous voulez vendre et promouvoir ici. Le truc de l'écoute, c'est quand même hyper limite, parce qu'au bout de 5 minutes, c'était des filles qui vendaient. Elles m'ont dit, ce sera le millefeuille au chocolat. À Marseille, 35 degrés. Et lui me dit, je suis piégé en fait. Parce qu'elle me dit ça, moi je sais que ça ne va pas se vendre. Je sais que personne ne va manger un chocolat à moitié fondu, à Marseille en plus. Mais comme je leur ai dit, vous décidez, eh ben, je suis coincé. Et là, c'est moi qui vais me faire emmerder parce que tout le monde va dire, pourquoi tu n'en as pas vendu autant, quoi. Donc voilà, c'était ma conversation avec lui en juin. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, quoi. On s'est rappelé en octobre. Où est-ce que tu en es, etc. Et puis je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé au fait avec cette boulangerie-là à Marseille? Parce que moi, j'avais tout comme lui. J'avais raccroché en disant, putain, il a raison, c'est vrai qu'on ne peut pas laisser les décisions tout le temps, partout, peut-être sur tous les sujets. Voilà ce qu'il me dit en octobre. Il me dit, Vincent, plus 20%. C'est ça que ça a donné. 20% de vente sur cette boulangerie par rapport à toutes les autres. Je vais vous donner 3 raisons. Parce que c'était leur décision. Point 1. Mais il y a une deuxième qui était très collée à celle-ci, parce que c'était elle contre toutes les autres, en fait. Et tout le monde les donnait perdantes. Tout le monde. Tout le monde réagissait même comme moi. Qu'est-ce qu'elles ont encore imaginé, etc. Mais il y a une troisième raison. C'est que, prises de cette façon-là, elles se sont sûres en ce défi à relever pour dire, mais on va leur donner tort. On va conjurer ce qui est dit de nous, qu'on va se planter. Et il n'y avait besoin d'aucun surveillant une fois tous les X et aucun client mystère. C'était entre elles qu'elles se disaient produit. Tu n'as pas dit au client là qui a acheté un café que tu pouvais lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça se passait sans le contrôle, pour le dire autrement, quoi. Mais vous voulez que je vous donne la troisième raison? Ces deux-là ont dû faire je ne sais quel pourcentage de ces plus. Mais il y en a une troisième. C'est qu'elles étaient situées bien à Marseille, où il fait 35, 36 l'été, ok, d'accord. Mais au centre Grand Littoral, qui est connu à Marseille, en tout cas c'était le cas il y a 15 ans, comme celui qui était le plus mal réfrigéré de France. Il faisait froid dans le centre. Et on n'y allait jamais en t-shirt. Et je reprends ce qui était dit tout à l'heure. Elles étaient dans ce réel du travail
que personne n'aurait pu imaginer sans elles parce qu'elles avaient froid. Tout ça pour vous dire quoi? Ton truc de l'écoute, ce n'est pas une baguette magique, c'est évidemment, quoi. Et il faut de l'arbitrage. Vous savez, quand on forme les managers à l'écoute, moi, je leur donne cette ligne de conduite-là. Moi, je suis un homme de terrain. Cherchez pas trop de théorie chez moi. Regardez le titre de mon bouquin. Eh bien, je leur dis, écouter, ce n'est pas obéir. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, quoi. Pourquoi je leur dis ça? Parce que quand vous écoutez une équipe qui n'a pas pu s'exprimer sur son travail et qui est entravée dans son travail, en gros, on l'a dit aussi tout à l'heure, ça a été rappelé par Jean-François, dans son expérience en soudure, bons outils pour bosser, qui n'ont pas la bonne organisation pour bosser, la bonne coopération pour bosser, des gens qui n'ont pas les bonnes relations pour bien bosser, des gens qui n'ont pas la bonne projection pour bien bosser, eh bien, quand vous vous mettez à écouter ce qui vous empêche de bien bosser, vous générez une attente énorme que tout ceci s'arrête pour qu'enfin revienne en eux cette envie intrinsèque que cette majorité de nous sommes, cette envie intrinsèque de bien faire son boulot, de bien vivre son boulot, d'être fier de ce qu'on fait, quoi. Et donc cette envie-là, elle est forte, elle est irrépressible, et en gros, elle s'alimente d'énormément d'attentes pour que tout change. Et quand ils s'expriment en disant il y a 10 problèmes à régler, par exemple, ils disent pas rien. Voilà, si tu me demandes ce qui m'empêche de bien bosser, problème à régler, et que vous en réglez 2 avec eux, les 8 qui suivent ne sont pas réglés. Sur les 8 qui suivent, ces personnes qui attendent que le travail change depuis si longtemps vous disent tu n'as pas fait, donc tu ne m'as pas écouté. Regarde, je vois, on en a réglé 3, il en reste 7, ça n'a pas été fait. Tu ne m'as pas écouté, toi. Le défaut de l'action remet en cause l'écoute même. Il y a une confusion qui se fait entre écouter et puisque tu n'as pas fait ce que je t'ai dit, c'est que tu ne m'as pas écouté. Eh bien si, si on s'est écouté. On s'est écouté parce qu'on a réussi à le problème tel que tu me l'as exprimé, c'est écrit là. Oui. On n'a pas traité les réponses n'importe comment, on a évalué ses priorités. Et le pire de ces problèmes, ils ne se valent pas tous. Et on l'a fait ensemble. Et on ne l'a pas fait au doigt mouillé. Et troisièmement, on a agi ensemble pour trouver la première et la deuxième et la troisième. Et oui, on en est à la troisième. Et oui, ça génère beaucoup de frustration. Et y compris pour des gens qui attendent ça depuis longtemps. Oui, c'est vrai, ça génère beaucoup de frustration. Mais il n'empêche que ce n'est pas le défaut de l'écoute qui génère cette frustration. C'est le qui attend plus de temps que ce que les gens ont envie de voir venir cette solution au cœur de leur travail pour pouvoir mieux le faire et mieux le vivre. Donc voilà, écouter, c'est pas obéir. Écouter, c'est répondre. Et répondre, il faut savoir comment. Voilà pourquoi les 3 mots-clés de notre projet, c'est écouter, évaluer, agir. On peut évaluer des problèmes de plein de façons. On peut dire s'il y a 10 problèmes, traitons déjà celui qui nous fait perdre le plus d'argent. C'est une façon d'évaluer les problèmes. Celle qu'on a prise, même si elle est proche de façon induite. Évaluons les problèmes par rapport à celui qui peut nous faire le plus mal et mentalement. Cette année, c'est la grande année, la santé mentale est une grande cause nationale. Je pense que nous avons un énorme risque, c'est que la santé mentale se traite dans son bocal, très loin de la santé physique. C'est exactement le même risque que les risques techniques se traitent loin des risques psychosociaux. Merci beaucoup, François. Et bravo! Donc, pour finir dans cette petite réflexion qui me vient au moment de finir cette première université d'été, voilà, faisons-le. Ce ne sera pas parfait, vous l'avez dit, mais ce sera joyeux. Moi, j'ai gardé ça pour moi. Ce sera sympa, mais plus que ça, ce sera joyeux, ce sera beau à faire. Et je pense que nous avons une œuvre commune. Il y a combien de gens qui sont ici, qui sont venus passer cette journée, parfois, qui sont venus de loin, pour participer à cette œuvre-là, quoi. Quelque chose qui dépasse nos objectifs premiers. Je suis honoré de votre présence et je veux finir par là. Je voudrais, si vous voulez bien, qu'on applaudisse Thérèse qui a organisé, obtenu cette journée, qui s'est pris tous les rôles. Et si vous me permettez, il y a 2 autres personnes pour cette université d'été. Il y a tous les animateurs, je ne peux pas tous les citer. Ceux qui se sont démenés pour pouvoir mettre des ateliers en place, qui ont participé au comité d'évaluation. Je pense à Karine en particulier, je pense aussi à tous ceux qui étaient avec nous dans le comité d'organisation. Je pense aussi à Linda qui est venue au débeauté pour dire je vais faire de mon mieux et elle a fait de son mieux.
tous les animateurs qui s'y sont collés. On a Hervé qui est venu cet après-midi, qui a généré, il a fait tous les efforts, j'allais dire les désarticulations de son agenda possible pour venir et être là. Michel qui a dû partir avant. Dire tout ceci, ça nous oblige quelque part à y aller. Ça ne s'est pas fait juste comme ça, quoi. On est l'expression, là, aujourd'hui, maintenant, de cette volonté de ne pas subir ce qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de vivre. Je suis honoré de cette présence-là, de toutes et tous. Je ne vais pas citer toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, tous les référents. On a entendu 3 fois le mot Vincent, c'est simple, c'est parce que, comme j'ai réussi à les convaincre de venir, ce sont des entreprises que j'ai accompagnées qui sont venues. Mais les référents qui sont là, dans l'ombre, toutes leurs échanges, leurs mails, le temps qu'elles prennent pour pouvoir convaincre les entreprises, ça, c'est tout. Le reste n'est rien. Donc voilà, je vous remercie tellement pour ça. Pour cette université d'été, la première, 2 personnes là-haut, c'est Jean-Baptiste et Julien qui sont là depuis mardi soir et qui m'ont dit s'il y a des sacs à porter. Ils ont fait un boulot de dingue. C'est eux qui ont fait tous les badges. Tous les badges, ils n'ont pas fait tout seuls, on n'a pas de moyens. Donc là, c'est pareil, c'était juste énorme, Julien, Jean-Baptiste, vous avez été les artisans de tout ça. Michel qui m'a dit que je ne connais pas, Michel Sailly qui me dit, il m'a dit aussi un truc intéressant, il m'a dit, tu prends en charge mes frais de déplacement. Je lui ai dit, nous n'avons pas d'argent. Depuis, il ne m'en parle pas. J'espère que ça ne va pas revenir sur la table. Mais Michel matin à Dijon, dans un grand congrès, et il m'a dit, eh bien écoute, je viens. Et il est là, et c'était quand même un apport qui était lui seul pouvait nous donner. Donc voilà, je m'excuse celles et ceux qui ont fait ces efforts-là pour venir aujourd'hui. Françoise, qui est notre community manager, vous l'avez vu, tellement importante pour le sujet. C'est Sandrine, que vous avez vu tout à l'heure, qui pilote à côté de moi, et tellement mieux que moi, tout cet ensemble-là. Ben, vous savez quoi? Avec tout ça, dernière question qui me dit, alors il y a combien d'entreprises engagées? Ben, moi, je me suis dit ça, je me suis dit, en un an, bien sûr, on n'a pas les 1000 établissements engagés, d'accord. 41 établissements qui sont partants, d'autres qui attendent. J'étais à une intervention au sein d'un comité des jeunes dirigeants, vous savez. J'avais une cinquantaine de patrons CJD face à moi. Je vais pour les convaincre, et ce fameux Guillaume Bricou, chère Sandrine Durgard, je ne le vois pas, merci, ce fameux patron dont on a parlé tout à l'heure, prend le micro. Il prend le micro devant tout le monde. Donc moi, je suis en charge de convaincre. Et lui, il dit à d'autres patrons, première chose, il dit, qui nous écoute, nous les patrons? La première chose qu'il dit à tous d'autres patrons, et vous l'avez dit tout à l'heure, leurs conditions de santé ne sont pas forcément très simples, quoi. Écoute-nous. J'entends, il faut écouter les salariés. Qui nous écoute, nous? C'était sa phrase d'introduction. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il dit? J'ai moins à entendre des gens qui vivent mal leur travail. Pour celles et ceux qui ont franchi comme moi, mon micro-niveau, la frontière entre le salariat et l'entrepreneuriat, devenir employeur, former son monde de relations avec les autres avec qui on bosse. Eh bien, j'ai moins à entendre, moi qui suis tellement attaché à ce que chez moi, les gens vivent bien leur boulot, j'ai moins à entendre tout ce que je n'arrivais pas à entendre ou j'avais peur d'entendre avant de m'y lancer, quoi. J'ai envie maintenant d'y arriver malgré ces difficultés-là. Il a commencé à exprimer très concrètement son sujet. Je peux vous dire, je n'avais plus besoin d'intervenir pour convaincre personne, quoi. C'était quand même pour moi un défi. Donc, il y a quelque chose qu'on a à construire ensemble. Il y a quelque chose qui se passe. On a 2000 salariés, 6 salariés, si dans la salle, ils ne tiennent pas. Il y a 2000 salariés ce soir, vous voyez, qui sont concernés par cette démarche. Ça ne suffit pas pour se dire que ça va marcher, mais c'est quelque chose que nous avons dans nos mains. Prenons-en soin, ce temps en dehors du reste, si difficile à trouver pour partir de nos vies actives en se disant peut-être que pas grand monde n'y a cru. Ça, on a arrêté de le dire. Si on peut se dire ça, on pourra boire un coup ensemble avec grand plaisir et se dire c'était peut-être pas si mal, quoi. Donc voilà, merci à toutes, merci à tous. Maintenant, je vous donne la suite. Donc, si vous voulez rentrer dans le 21, venez sur le site. Je parle aussi aux gens qui sont à distance. On a un site, il y a tout dessus, il y a plein de boutons. Je rejoins le projet, cliquez sur ce bouton, on vous récupère.
Donc voilà, c'est notre plateforme. Ce site-là, pour vous dire aussi, on l'a payé 2 tiers, parce qu'on n'avait pas l'argent pour finir. On a demandé un délai. La personne, je vais vous dire à quel point on est tous à vouloir faire ensemble, que c'est magnétique cette histoire. Le cabinet de la boîte de com qui s'appelle Small Planet, qui est dans le projet d'ailleurs maintenant, m'a envoyé un mail en janvier en me disant je te soulage du dernier. Tu n'auras pas à le payer parce que je sais que tu n'arrives pas, sinon tu l'aurais déjà. Elle aurait pu m'envoyer un huissier, m'envoyer un mail disant c'est comme ça qu'on va faire, quoi. Donc c'est énorme, quoi. Ça nous met presque en devoir d'aller au bout de cette histoire, quoi. Et on aura quelque chose à raconter. Donc voilà, ce site, il est là, c'est notre plateforme. Il y a tout, il y a le référentiel, vous le savez. 4 valeurs au projet, la gratuité, la transparence, le respect du référentiel et le dialogue social. Les 4 valeurs du projet, inscrire le dialogue professionnel sous l'autorité du dialogue social quand il y en a. Petites entreprises, on en a parlé tout à l'heure, elles sont au rendez-vous. Donc tout est disponible en open source, les résultats le seront aussi. Si une entreprise veut s'engager, c'est très simple. Premièrement, elle prend des infos comme on fait aujourd'hui. Elle a des référents pour le faire. Il y a une carte de France des référents. Vous pouvez les trouver à côté de chez vous. Vous les contactez. C'est quoi ce projet? Ensuite, c'est le dirigeant qui s'engage. Je ne répète pas, vous l'avez dit. Ça commence par lui, ça commence par elle. Il ou elle s'engage. Il y a un lien tellement intime entre la santé du dirigeant et les employés. Donc, il s'engage et il dit « Ok, on va le faire », éclairé qu'il est, par sa première étape. Troisième étape, on fait l'autodiag. On a mis un référentiel en place, il est extrêmement précis, et pas de zéro. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ce qui n'est pas à faire, ce reste à faire, c'est la feuille de route santé-qualité de chaque établissement. Et il décide qu'il le fera sur 1 an, sur 2 ans. Et il fait passer ce qui ne se passe nulle part ailleurs. Il fait passer cet autodiagnostic en CSE. S'assurer avec ses partenaires sociaux avec qui il a fait cet autodiag qu'on part bien de point de départ ensemble. Les données santé au travail pour l'étude pour le projet de recherche, il se prépare. Il prépare ses managers à pouvoir le faire et à savoir le faire. Et il prépare ses salariés à ce qui va être ce projet et quel rôle ils ont à jouer là-dedans. Et une fois qu'on sait faire, une fois qu'on peut faire, une fois qu'on veut faire, vous connaissez ce triangle de la compétence, on y va. Et tous les ans, qu'est-ce qui se passe? C'est la mise en œuvre de cette feuille de route spécifiquement. Et on demande 1 fois par an d'avoir le résultat, également à majorité au vote en CSE. Les partenaires sociaux valident à majorité le point de départ. Ouais, ok, on en est là. Et c'est un super débat et aussi un débat de reconnaissance parfois positive pour l'entreprise de là où on en est. Et une validation de arrivée. Point de départ, point d'arrivée à majorité du CSE. Et quand il n'y a pas de CSE, c'est le salarié désigné compétent pour les petites entreprises. Et ça, pareil, beaucoup d'entre elles, quand on leur a dit ça, elles ont fait un bond en disant « mais moi j'ai 1, moi j'ai 2, moi j'ai 5 salariés, je ne vais pas me mettre à désigner ». Elles l'ont fait, interne ou externe. Et je pense qu'aujourd'hui, elles n'ont renié personne. Ça a été beaucoup plus vu comme un atout que comme une contrainte. Si vous êtes content de cette journée, vous pouvez scanner. Il est aussi là, juste Françoise, le QR code d'évaluation de cette journée, de ce séminaire, de cette première université d'été. Demain, on se réunit entre référents pour se dire qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'on continue, comment on fait. Donc, mais vous pouvez donner votre avis, nous intéresse à fond, surtout des idées pour s'améliorer. Je finis par ça, qui sont inscrits à la soirée de gala. Alors, juste pour vous dire, il n'y aura pas de passagers clandestins. La soirée de gala, c'est sur le site. Si vous avez payé, vous êtes avec nous. Si vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas payé. Venez. Donc, pour celles et ceux qui ont payé, la soirée de gala, je vous le redis, où est-ce qu'elle se passe et comment on y va? Elle se passe. On est ici. Vous avez l'adresse, je vous la redonnerai. Ceux qui veulent aller en voiture, que ce soit le moyen de transport, mais en transport en commun, si vous voulez y aller. Au Vieux-Port ici, donc ça vous l'avez repéré, on est là. Ici, il y a un arrêt de bus, c'est le bus 83 départ Vieux-Port. Vous prenez la direction rond-point du Prado. Vous vous arrêtez à la plage du Prado. C'est ici que vous serez arrêté et vous pour arriver, il y a une grande roue et on est juste en dessous. C'est la Romerie, vous avez l'adresse. Ce sera la soirée pour pouvoir se dire, on a pensé de cette journée sans se le dire. Demain, pour celles et ceux qui restent aussi ensemble, c'est la question qu'on va se poser en tant que fondation. Projet 41-21 de 8h30 à 13h.
Cette fondation part aussi sans Stéphane qui est ici, Stéphane Couchou qui est au conseil d'administration chez Fidal. Et c'est lui qui m'a dit, tu devrais faire une fondation. Je lui ai dit, je vais faire. Je lui ai dit, tu veux la faire avec nous? Et il a dit qu'il la ferait et il l'a fait. Et je tiens à le dire aussi, bénévolement. Il a créé la fondation avec nous bénévolement et c'est le secrétaire de la fondation, lui en conseil d'administration mardi. Vous savez quoi? J'ai une très bonne nouvelle de conclusion. Vous pouvez partir. C'est fini.